Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Petit à petit, on a créé des passerelles. Nous sommes aujourd'hui la seule force à réunir les trois patronats des pays différents. Donc, quand je dis les trois, c'est Algérie, Tunisie, Maroc, bien que le Maghreb compte aussi la Mauritanie et la Libye. Et enfin, ce qui est fort, c'est que ce projet, à chaque fois, on nous disait, mes chers amis, vous êtes fous. Oui, peut-être, vous êtes inconscients, ça ne marchera jamais. Ok, ça ne marche pas. Honnêtement, ça ne marche pas pour l'instant. Mais oui, ça marche parce qu'on le fait en fait. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah Amin. Comme salam, Darahim. Abdelrahman. Souvent on se trompe, on appelle Abdelrahim, je sais pas pourquoi. Et c'est un joli prénom en plus. C'est vrai, c'est vrai. Amine, je suis très heureux de t'accueillir sur mon podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation déjà. Je t'en prie, ça me fait plaisir aussi d'y être. Pour commencer, Amine, je te demanderais de nous faire une petite présentation de qui tu es, de ce que tu fais. Alors bien sûr, je vais essayer d'être bref, puisque on a des parcours de vie qui sont pas si originaux que ça. Et je vais essayer de pas trop insister sur les études, parce que souvent on se présente en débutant par son âge et ses études, mais Mhm. plutôt par quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est là où j'ai grandi, mon foyer. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, certes, ne maîtrisaient pas parfaitement la langue française, mais qui étaient dans l'exemplarité. Donc j'ai grandi à Marseille, dans un quartier qui s'appelait Est-Marseillais au Benza. Et c'est un très beau quartier, parce que pour moi, c'est une école de vie. On avait des personnes chargées d'humilité. J'ai quatre frères et quatre grands frères et deux petites sœurs, donc je suis un peu au milieu. Et on a grandi si tu veux, pour paraphraser un peu Akhenaton, on, on était ravis d'un rien parce qu'habitués à peu, et c'est un peu ça. On voyait tout autour de nous, et on était très heureux de ce qu'on avait, mais ça ne veut pas dire qu'on manquait d'ambition, on était très ambitieux. J'ai eu la chance d'avoir eu beaucoup de bienveillance autour de moi, et ce qui m'a amené à pratiquer du sport. Donc avant de parler des études, je vais parler aussi du sport parce que ça fait partie prenante de ma vie. Mhm. Donc, qui je suis un amoureux du sport. J'ai eu la chance grâce au soutien inconditionnel de mon papa, et à son âme, de, d'aller au bout de ce projet de ceinture noire de judo. C'était très important pour lui. Au départ, moi, je comprenais pas trop. Je n'étais pas trop fan, j'étais plutôt fan de football. Euh, et honnêtement, plus je grandissais, je me rendais compte que c'est lui qui avait raison. C'est lui qui a raison. Parce que il y a beaucoup de valeurs. Il y a un code moral dans le judo, et c'est quelque chose qui nous forge et qui nous sert dans la vie de tous les jours. Et Mhm. enfin, à travers les encouragements de mes parents, aussi ma maman et mes frères, j'ai eu la chance d'être un rescapé, on va dire, du système éducatif, un rescapé des conseils de désorientation de ceux que j'ai pu rencontrer dans les lycées ou dans les collèges. À chaque fois, me renvoyer vers une voie qui n'était pas forcément celle qui me correspondait au mieux. Et Ouais. ils m'ont dit non, d'aller au bout. Et grâce à Dieu, à des très belles rencontres, j'ai eu la chance de faire des classes prépa et d'intégrer un lycée, donc un lycée à Marseille, un lycée public en classe prépa. D'ailleurs, quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'on m'avait dit que j'étais le premier à venir du lycée où j'étais, c'était Marcel Pagnol, à faire ce genre Mhm. de classe prépa. Donc moi, ça m'avait fait sourire. Et enfin, j'ai intégré une école supérieure de commerce, KEMA, où j'étais terminé parmi les majors de promo. Pareil, hein, c'était pas écrit sur mon parcours scolaire. J'étais une catastrophe au collège, aux études. Et ça, vraiment, c'est important, je tiens à le souligner. Accrochez-vous, ne vous laissez pas euh, marquer du sceau de la vérité des autres. Honnêtement, si à un moment donné on n'est pas bon, mais tant pis, c'est qu'on n'a pas assez travaillé, on n'a pas trouvé le déclic, mais on peut changer les choses. Voilà, il ne dépend que de nous de changer Ouais. les choses. Alors, Amine, tu parlais de désorientation quand tu étais dans tes études. Tu parles des conseillers, des professeurs, tu parles de qui? Les deux, Des amis? les deux. Alors, non, non, surtout les conseillers, les professeurs, vous savez, quand vous n'avez pas encore la moustache, vous êtes dans la naïveté complète. Moi, j'étais dans cette naïveté, je pensais que tout le monde était beau, était gentil. Et quand j'allais voir une conseillère d'orientation, je disais, voilà, écoutez, je voudrais faire ça. Alors ça, c'est quand j'étais en fin de collège, donc là, j'avais redressé la barre au niveau éducatif, et on m'avait clairement envoyé vers une voie professionnelle. Et ensuite, au lycée,
Là, j'avais de très, très bonnes notes. Et je lui disais, voilà, je suis parmi les meilleurs de ma classe. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, 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 fais ça. Fais la fac, fais un truc très court, tu verras, ça te correspond mieux. Hmm. Et j'ignorais totalement, moi, le mot classe prépa, je ne savais même Je pas que ça savais même pas que existait. ça existait. Non. Et non, c'est mon professeur en dernière année de lycée qui a convoqué mes parents, je m'en souviens. Il m'a dit, écoutez, il faut que je voie tes parents, il faut que tu t'inscrives là. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Il me disait, laisse-moi faire. Et c'est lui, honnêtement, monsieur Tanti Ardouin, pour ne pas le citer, à qui je suis extrêmement redevable, qui a carrément pris mon dossier, qui a écrit mon nom et qui l'a balancé au sein du lycée Saint-Charles à Marseille. Wow. Ça me rappelle mon dernier invité, Abdelwahab, l'épisode qui est sorti la semaine dernière, juste avant le tien, qui disait justement une histoire plus ou moins similaire où c'est son professeur au lycée qui l'avait orienté vers les classes préparatoires parce que voilà, il avait un assez bon niveau et qu'il connaissait pas du tout lui aussi les classes préparatoires. Comme quoi, c'est des patterns qui reviennent, choses qui reviennent de manière récurrente. Malheureusement, tout le monde n'a pas, entre guillemets, la chance d'avoir les bons conseils au bon moment. Bon, toi, tu l'as eu et alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais attention, après, ce qui est bien, c'est justement à travers ces témoignages, maintenant, ça se sait de plus en plus. Ouais. Et je le vois, aujourd'hui, j'ai la chance d'être sur des recrutements de temps à autre. Je recrute de très bons profils. Et je vois que les, les personnes issues soit de l'immigration, peu importe, leurs parents plutôt, leurs grands-parents, ou alors issus d'un milieu modeste, ils accèdent de plus en plus à ce type de niveau. Je dis pas que c'est le meilleur niveau, non, mais au moins ils savent que ça existe, ils peuvent tenter leur chance. S'ils veulent faire autre Hmm. chose, tant mieux. Mais au moins, le plus dur, c'est d'avoir le choix. Et j'ai l'impression que nous n'avions pas trop le choix. En tout cas, on nous le faisait sentir. Maintenant, on va pas se mettre dans une posture de victimisation. Euh, on a les cartes en main, on peut, on peut redresser nos trajectoires. J'ai vu récemment une histoire dingue et qui est beaucoup plus forte que la nôtre, je pense. C'était une personne qui était dans un hôpital, qui occupait un poste, je crois, d'aide ménager, un truc comme ça, d'aide ménagère, pardon. Et derrière, il a poursuivi ses études et jusqu'à devenir médecin. Et c'est beau, quoi. Ça, c'est de vraies success stories. Faudrait d'ailleurs que je retrouve cette histoire-là et qu'il puisse participer à ton émission. Inch'Allah, ouais, pourquoi pas, faudrait que tu m'envoies ça. D'accord, très bien. Donc, tu as poursuivi des études, on va essayer d'en parler rapidement. Tu as fait une école de commerce. C'est une école de commerce, ça, il me semble, à Schema. C'est ça qui à l'époque coûtait un peu d'argent et j'ai dû emprunter seul, hein, je voulais pas que mes parents payent. Ouais. Et c'est là où les choses se sont un peu corsées. C'est-à-dire, C'est-à-dire que lorsque vous terminez vos études, théoriquement, vous êtes censé trouver du travail, parce qu'on vous répète que vous serez l'élite, vous serez des cadres, etc. mhm. Oui, c'est vrai, mais ça dépend de la couleur de peau ou du prénom. Ça aussi, ça accélère ou pas l'intégration. Je dis pas que ça la rend impossible, mais ça la ralentit. Et Hmm. dans mon cas, je me rappelle, j'avais passé des entretiens, alors que, encore une fois, j'avais un super bon dossier, hein. Passé des entretiens d'embauche et on m'a dit, monsieur Amin Bouhassan, on vous prend, c'est OK, mais il va falloir que vous changez de prénom. En tout cas, c'est pas notre demande à nous, c'est de notre client. Et est-ce Changer que de ça prénom vous... carrément. Ah oui, le prénom. Alors, on m'a pas parlé du nom de famille, on m'a dit changer de prénom. Voilà, modifier le prénom. Et ça a été... Alors, tout de suite, alors honnêtement, j'ai été surpris de mon calme. Je suis plutôt sanguin parfois. Et Tu voulais pas là, aller je suis faire une resté... prise de judo? Non, au contraire, le judo, ça apaise, hein. C'est un sport très calme, de défense, mais surtout c'est un sport je le mettrais plutôt dans la spiritualité, le judo. En revanche, non, non, Hmm. j'aurais voulu lui envoyer, euh, voilà, lui envoyer une réplique assez sèche, tout en étant dans le respect, mais non, j'étais très calme. Je dis, écoutez, mon prénom, c'est fait partie de mon identité. Si vous voulez des personnes sans identité, attention à votre business, voilà, et celui de votre client surtout. Parce que voilà, l'intégrité, c'est important. Moi, c'est mon identité, je suis fier de la porter. Je peux m'appeler Mamadou Amin ou Jacob ou peu importe. Ça fait partie de nous, on l'assume et on est heureux. Mais je trouve encore une fois que ces pratiques qui datent de 2006, malheureusement, je le vois à travers des réseaux sociaux comme LinkedIn, des réseaux plutôt sérieux, se poursuivent. Mais bon, il ne faut pas non plus euh, rester dans son coin Récemment, je crois, j'ai vu et, une vidéo absolument. Bah, ça tombe tous tournée les là. jours. Ça tombe tous les jours. Tous les jours. Mais faut pas être surpris. C'est normal puisque c'est la pensée de certaines personnes. Le seul moyen, c'est de continuer à se battre, mais ensemble. Je trouve que nos témoignages sont trop isolés et nos partages d'expérience aussi. Et si on arrive Hmm. à partager des best practices, donc là, on pourra faire un pas en avant et faciliter. Si vous voulez, ces personnes-là seront dans le sillage. Notre sillage, c'est plus facile. Nous, on s'est pris les grosses vagues.
Je voudrais que ceux derrière nous, ils aient un chemin un peu plus facile par rapport à ce genre de situation. Ouais. Donc après avoir essayé de postuler, trouver un travail pendant assez longtemps, tu as pris une décision assez radicale. Ah oui, ça a duré 6 mois, ma recherche de travail. J'ai postulé vraiment de partout, hein. J'étais prêt à partir en Russie, de partout. Mhm. Et là, j'ai fait la rencontre de personnes exceptionnelles qui m'avaient mis en relation avec des chefs d'entreprise, avec à l'époque la présidente du MEDEF, Florence Parisot, Louis Schweitzer de Renault. Il y avait un dîner déjeuner qui était organisé autour du fameux thème de la diversité, même si je pense qu'il perd de plus en plus de sens, ce terme-là. Et parce qu'on en parle beaucoup, on ne fait rien. Et je pense qu'il faut travailler bien en amont pour éviter que ce sujet aille sur la table. Il faudrait qu'on arrive à s'inspirer d'autres cultures dans le monde qui, elles, n'ont pas de frein vis-à-vis de cette fameuse diversité. Elle n'en parle même pas d'ailleurs, pour elle, c'est naturel. Et donc, j'ai pris la parole, j'avais rencontré des personnes et tout de suite, j'ai eu une opportunité euh, au Maroc, donc un pays que je connaissais pas, puisque mes parents sont originaires d'Algérie. Et honnêtement, j'étais très heureux parce que je savais qu'au moins le prénom n'allait pas être un sujet. Après, encore une fois, c'est la particularité, je pense, des Français qui sont nés avec une autre culture que la culture, j'ai envie de dire, franco-française. C'est, on a toujours eu le sentiment de ne jamais être chez soi. Donc en France, on est pointé du doigt. En Algérie, on est pointé du doigt aussi en tant Mhm. qu'immigré. Au Maroc, on est pointé du doigt en tant qu'immigré ou français ou algérien, ce que vous voulez. Mais attention, je parle d'une minorité, hein, encore une fois, parce que moi, ce pays du Maroc, j'en suis fou amoureux. C'est un très beau pays. Je trouve que, d'ailleurs, bon, moi, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Euh, je me bats hein, jour et nuit, personnellement et collectivement, pour rapprocher ces pays du Maghreb. Ouais, on en reparlera, Inch'Allah. Donc, tu as une opportunité de pouvoir t'installer au Maroc, si j'ai bien compris. Absolument, je l'ai saisi. Au départ, c'était pas facile. Et pas facile parce que, un, j'ai été idiot. Je pensais qu'avoir un diplôme, être bon sur le papier suffisait à réussir une carrière. Grosse Mhm. erreur. Deux, j'ai été pas assez intelligent parce que je n'ai pas tout de suite cherché à avoir une bonne légitimité. Je sais pas, il fallait que la légitimité, comment on l'obtient? Il n'y a pas 36 manières. C'est être bon sur le terrain. Et donc, j'ai Mhm. mis 2 ans à comprendre ça. Et ensuite, j'ai même accepté d'être rétrogradé. Donc là, pour le coup, le judo m'a beaucoup servi en matière d'humilité. Il faut accepter de faire un pas en arrière, limite de perdre face à une ceinture plus faible. Et donc, j'ai été rétrogradé pour finaliser mon parcours de formation pratique sur le terrain. Bon, j'ai la chance d'opérer dans le secteur des assurances, plutôt des mutuelles, donc pareil, une très grande valeur éthique dans ce secteur des mutuelles. Ça me voulait, Mhm. on réfléchit comme dans le milieu associatif. Et donc voilà, par la suite, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et j'essaie autour de moi d'inculquer ces valeurs-là de self-leadership. D'accord. Tu as vécu cette période comme un gros échec? Pas un échec, je trouve que j'ai. Alors, non, j'aime pas trop le mot échec, honnêtement. Ouais, Il ça a m'arrive été des. quoi ta réaction court terme et plus moyen terme? Non, je m'en voulais de ne pas avoir été assez mature à cette époque-là. Euh, Ouais. c'est plus des regrets. Je me dis mince, mais parfois j'ai l'impression qu'on a la tête ailleurs, on est absorbé. Alors en l'occurrence pour moi c'était le football, c'était une vraie passion pour moi. Je jouais, je regardais, je mangeais football et, et je pensais pas à des choses un peu plus sérieuses et terre à terre. Et donc voilà, je me contentais de ce que je pouvais offrir, mais j'allais pas chercher Mhm. le maximum de moi-même. Et Ouais. lorsque j'ai compris que, voilà, on m'avait clairement dit, écoute, Amine, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de te former, etc. Mais on t'offre le choix, ou bien tu repars en France, dans nos structures, hein, ou bien tu restes ici, mais il va falloir repartir de plus bas. Et Mhm. j'ai accepté de repartir de plus bas. Honnêtement, ça a été le meilleur choix que j'ai fait dans ma carrière, c'est ça. J'ai pu Mhm. voir comment fonctionnait le management parfois. Et donc, justement, quand vous voyez ce qu'il ne faut pas faire, vous apprenez ce qu'il faut faire de manière instinctive. Donc, c'est ce que j'ai pu voir. Euh, Vous apprenez aussi à comprendre un peu les, j'ai envie de dire, le volet informel d'une entreprise, ce qui ne se voit pas, le volet invisible. Et ça, plus tard, ça va vous donner beaucoup d'avance sur votre façon d'organiser le travail, votre façon de faire monter en compétence vos équipes. Ça m'a vraiment D'accord. aidé. D'accord. Juste pour revenir sur cette période-là un peu clé de ta progression, comment est-ce que la spiritualité, l'islam t'a accompagné? Est-ce que ça a joué un rôle clé à ce moment-là? La spiritualité a toujours été là parce que j'ai grandi dans un milieu croyant. Alors,
c'était pas non plus une mosquée à la maison, hein. J'ai eu la chance d'avoir. Euh, donc, déjà, nous avons la chance, nous qui avons grandi en France, d'avoir été toujours confrontés à plusieurs cultures. Je me rappelle, dans mon quartier, on avait des familles juives, mais hyper pratiquantes, qui ont toujours été traitées avec bienveillance, alors qu'on a tendance à penser que dans ce genre de quartier, il y a un antisémitisme très fort qui règne, ce qui est faux, pas du tout, au contraire. Ce qui règne, c'est l'antiracisme, oui, mais, mais pas l'antisémitisme ou autre. Nous avons une population subsaharienne qui, soit de confession musulmane ou pas, catholique, protestante. Donc, il y a toujours eu ce mélange, cette ouverture d'esprit. Moi, j'ai une particularité, c'est que je suis né le jour de Noël. Donc, à la maison, c'est particulier. Bon, Hmm. donc voilà, on fêtait l'anniversaire comme pour tout enfant. Alors, c'est vrai qu'il y a deux écoles qui vont se parler en disant non, faut pas refaire, d'autres qui disent, mon papa était très ouvert là-dessus, et, très croyant, très pieux, mais il disait, il faut célébrer, célébrons ce moment, c'est une occasion de nous réunir, faisons-le, et c'est Hmm. sympa. Donc, la spiritualité a toujours été là. Après, lorsque j'ai dû partir à Nice pour mes études ou au Maroc pour mon travail, j'étais seul, et la spiritualité était là, mais attention, je l'ai expérimenté ça, on va pas se mentir. Lorsqu'on est dans le désespoir, on la trouve facilement, la spiritualité. Hmm. Hmm. C'est vrai. Lorsqu'on grandit avec peu, on la trouve. Lorsque on est seul, on la trouve. Mais lorsque j'ai commencé à travailler, je pense m'être légèrement éloigné de la spiritualité. Je l'ai perdu de vue, mais je m'en suis Hmm. légèrement éloigné. Parce que on commence à travailler, parce on a 2 dollars en poche, et on se dit, bon, c'est pas grave, plus tard, je grandirai, etc. Mais sans faire l'idiot, mais on s'en éloigne. Et ce qui est beau, c'est que le cordon n'a jamais été coupé, elle a toujours été là, parce que je pense que j'ai refusé, et là, la spiritualité aussi, elle repose sur des principes. Si on n'a pas de principes, la spiritualité ne reposera sur rien. Je pense Hmm. qu'il faut partir de l'homme, et la spiritualité, c'est une couverture qui va l'envelopper. Après, elle va être plus ou moins épaisse. Mais si la personne n'a pas de principe, la spiritualité, elle vient comme elle part. Ça reste un élément parmi d'autres. Et moi, mon principe a toujours été de ne jamais être dans le mimétisme. Si vous voyez autour de vous des personnes qui ont réussi ou pas, et qui vont commencer à jouer au squash, ou à fumer, ou à boire, si ça vous ressemble pas, ne le faites pas. Moi, Hmm. rien des trois ne m'a attiré. Donc, ça a été facile pour moi de rester plus ou Droit dans moins tes bottes. proche dans mes bottes et plus ou moins proche de la spiritualité, parce que j'ai toujours refusé de faire comme les autres, dès lors que je sentais que ça ne m'apportait pas du bien. En l'occurrence, tout ce qui était cigarettes ou boissons alcoolisées ou même les sodas, on va aller jusqu'à l'extrême. Ça n'a jamais été mon fort. Donc, Ouais. lorsque j'ai été en capacité de comprendre ces choses-là, et donc voilà, alhamdoulilah, je, en même temps, pour moi, la spiritualité, on peut me contredire là-dessus, mais c'est une forme aussi de gratitude. Hmm. Réussir, c'est OK, mais si moi, en tout cas, je remercie mes parents, mais je remercie mon créateur, je remercie, c'est ma spiritualité. Voilà, c'est quelque chose qui m'habite, qui est en moi. Je suis pas peut-être un exemple pour tout croyant, mais je dis que c'est quelque chose qui m'habite et j'essaie de la représenter du mieux possible à travers mes actes. Très bien. Merci pour ton partage. Mais quand ce que tu as dit, je pense que c'est très vrai. Quand on a des épreuves, je pense qu'on a tous vécu, on a un rapprochement automatiquement qui se fait. On fait beaucoup plus d'invocations, même pendant les examens, quand on tombe malade, quand on a des concours, quand on a besoin vraiment de quelque chose, où on a l'impression que c'est vraiment important. Tout de suite, on se rapproche, au maximum et après, une fois qu'on a la réponse positive, malheureusement, c'est pas évident de garder le même niveau d'intensité de relation avec Dieu et c'est important de se rappeler d'où est-ce qu'on a nos bienfaits et comme tu dis, hein, c'est une question de gratitude au quotidien, parce que tout ce qu'on a, Dieu peut nous l'enlever du jour au lendemain, quoi, hein. Donc je pense que C'est, c'est un beau rappel. complètement. Et tu sais, moi, il y a quelque chose que j'adore, c'est l'histoire. Je suis fan d'histoire. Et je regarde un peu l'évolution des pays, enfin des époques d'Al-Andalus, tu sais, entre le 8e et Mmh. le 15e siècle, Oui. en Andalousie donc, et pas que. Et tu vois, j'ai longtemps observé cette époque-là, j'ai lu des romans, je me suis éclaté, hein, je m'éclate toujours sur cette époque, et je vois que lorsque, l'argent coulait à flot, on était dans la science, etc., ben, on avait forcément un éloignement. Mmh. Lorsque je parle au niveau macro, hein, et lorsqu'on était dans, dans
dans la difficulté, lorsqu'il y a eu l'Inquisition, la perte de Grenade en janvier 1492, tout de suite on a les invocations, mais ça reste dans l'humain. Moi, voilà, je porte pas de jugement. On a tous, à un moment donné, été confrontés à ça, c'est-à-dire que on est dans la peur, on est confronté à des incertitudes. Forcément, on accélère l'intensité. Et lorsque on commence à avoir à goûter un peu le succès, j'ai envie de dire le fruit de ces efforts, quoique on oublie. Et la force en tout cas pour moi, la force de l'islam, c'est que chaque année, il n'y a pas besoin chaque année, il y a un rappel. À travers, pour moi, deux éléments qui sont forts, on peut en trouver d'autres, à travers deux éléments qui sont forts, c'est un, le ramadan. Le mois du ramadan, et moi, je m'éclate. J'ai même fait, cette année, on a été le premier groupe de Marocains, donc je m'inclus avec mes amis et frères et sœurs marocains. On a été le premier groupe à faire une ascension pendant le mois du ramadan. Donc, le Mhm. ramadan, c'est un mois très fort, un mois de spiritualité qui nous ramène vers l'humilité. On se rappelle de ce que c'est la faim et la soif, finalement. Manger et boire, c'est pas uniquement claquer des doigts, c'est aussi être en bonne santé, c'est aussi avoir la grâce de notre Créateur, etc. Et ensuite, le deuxième élément qui me rappelle, c'est comme un phare, vous voyez dans la nuit, une étoile qui vous guide, c'est la zaquette. Je pense qu'on n'en parle pas assez. La zaquette, au départ, quand je commence à travailler, je vais pas mentir, c'est pas facile, c'est pas facile, Mhm. parce qu'on se dit, oula, 2,5%, etc. Mais il faut comprendre une chose, ce n'est pas notre argent. Et c'est comme ça que je vois les choses. C'est pas mon argent, en fait. C'est là, c'est grâce à Dieu que j'ai cet argent. C'est grâce à cette santé, c'est grâce à ce travail, c'est grâce à ces belles rencontres que j'ai fait tout au long de ma vie. Et dès lors qu'on arrive à se mettre ça en tête, ça, je tiens vraiment à le partager avec tout le monde. Dites-vous que Mhm. c'est pas votre argent. Ça nous appartient pas. D'ailleurs, parce qu'on vient au monde, je pense qu'on porte pas de jean diesel ou de chemise Lacoste, donc on n'a rien. Et lorsqu'on partira, on partira avec un linceul. Donc rien ne nous appartient. C'est vrai qu'on a travaillé, on a le droit de regard sur cette richesse ou sur ce matériel. Mais si on prend de la hauteur, rien ne nous appartient de Mhm. manière éternelle. Au contraire, je pense que donner, ça fait du bien. Mais il faut savoir à qui donner, et ça, c'est un autre débat. En tout cas, voilà, moi, mes deux phares dans l'année pour toujours garder contact avec la spiritualité. C'est le mois du Ramadan où je m'éclate. Et c'est enfin le moment de la zakat. Ça aussi, c'est un moment fort pour moi parce que Mhm. on lutte contre son ego, on lutte, qui est là, hein, on va pas le nier, on est des humains, hein, il faut l'accepter. Mais on lutte contre ça et c'est une belle victoire à la fin. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, tu as cité ton ascension pendant le mois du Ramadan. Donc, j'aimerais revenir dessus. En plus de ton travail en tant que, c'est quoi ton titre? C'est dans les ressources humaines. Absolument. Je suis directeur des ressources humaines. J'ai la chance d'être sur un Mhm. très beau site à Casablanca. Et écoutez, voilà, je gère le site. Je co-gère le site plutôt avec mes collaborateurs parce que je ne le fais pas seul. On est vraiment dans un esprit de libérer le pouvoir. Voilà, c'est un mindset qui est comme ça et je ne joue pas le patron, loin de là. Et j'assume mes responsabilités, mais j'essaie au contraire de m'appuyer sur toutes mes équipes qui sont souvent meilleures que moi dans plusieurs domaines. Oui. Donc, en plus de ça, en parallèle, tu as récemment cofondé donc, l'association ISEM, c'est comme ça qu'on le prononce. C'est ça, ICEM, Initiative au pluriel pour la communauté économique du Maghreb. Ok. Tu peux nous décrire un peu quelle est cette association et quel est son but? Bien sûr, au départ, c'était en 2018-2019, j'étais un master exécutif à Central Sup. Et avec des amis au Maroc, je me suis dit, tiens, il y a un projet qui me tient à cœur, c'est de faire exploser cette frontière, vraiment, entre l'Algérie et le Maroc, parce que mon père est originaire de Tlemcen. Donc, je- mes grands-parents à l'époque étaient là-bas. C'était quelque chose de très fort pour moi, être capable de m'y rendre en voiture à 8 heures de Casa. Hmm. Et quand je voyais cette frontière, je me disais, mince, il va falloir que je fasse quelque chose pour la faire exploser, parce que le fossé ne cesse de s'élargir avec les médias, avec les réseaux sociaux. Il faut contrer ça. Et comment le contrer? Simplement en rapprochant des acteurs rationnels comme des entreprises, en rapprochant des acteurs humains comme les sociétés civiles. Ça peut être des associations, ça peut être des réseaux d'entrepreneurs, ça peut être des chambres de commerce. Et petit à petit, on a créé des passerelles. Nous sommes aujourd'hui la seule force à réunir les trois patronats des pays différents. Donc, quand je dis les trois, c'est Algérie, Tunisie, Maroc, bien que le Maghreb compte aussi la Mauritanie et la Libye. Et enfin, ce qui est fort, c'est que ce projet, à chaque fois, on nous disait, mes chers amis, vous êtes fous. Oui,
Peut-être, vous êtes inconscient, ça ne marchera jamais. Ok, ça ne marche pas. Honnêtement, ça ne marche pas pour l'instant. Mais oui, ça marche parce qu'on le fait en fait. Ça ne marche pas peut-être à l'échelle macroéconomique, mais à microéconomique, on met en relation des gens, on met en relation des entreprises, on met en relation des associations, et ça marche. Donc ça marche à petite échelle. Certes, c'est pas quelque chose qui s'affiche dans les journaux, c'est pas quelque chose qui est très voyant, très visible, très impactant pour l'instant, mais on essaie de fabriquer cette résilience qui demain nous servira. On ne peut pas aujourd'hui influencer le politique. Je pense que notre lobbying est trop faible pour l'instant. Mmh. Mais on grandira, j'en suis certain, et tôt ou tard, on verra une fenêtre. C'est comme dans l'alpinisme, hein. On ne peut pas gravir l'Everest tous les jours. Il faut atteindre le window, vous savez, cette petite fenêtre. Poum, dès qu'elle s'ouvre, on saura comment faire. Ouais. Et pour sensibiliser à cette cause, vous faites beaucoup d'actions, notamment, bah, gravir des montagnes, des monts? Alors, on fait déjà, on organise des webinaires, on organise une conférence internationale, etc. Euh, Bien sûr, et un autre moyen, c'est de montrer que l'investissement passe aussi par ce que j'appelle le leadership. Dans nos régions, on pourra réussir que si les esprits changent. Et les esprits, aujourd'hui, sont confrontés à un risque qui est peut-être invisible, mais c'est un réel risque, c'est d'être dans la passivité. Se contenter de ce qu'on nous offre. Aujourd'hui, les jeunes sont dans la passivité. On se contente de regarder un film sur Netflix au lieu de sortir. On se contente de commander euh, sur des sites spécialisés pour se faire livrer au lieu de, encore une fois, préparer quelque chose à la maison ou de sortir ou acheter ses propres fruits et légumes. On se contente de ce qu'on nous donne, en fait, et ce qui n'est pas forcément ce qu'il nous faut. Et la montagne, c'est un moyen de sortir de cette passivité, d'aller se chercher soi-même, se prouver quelque chose à soi-même. Et c'est un peu la citation qui dit oser, c'est perdre l'équilibre momentanément, mais ne pas oser, c'est se perdre tout court. Et donc, pour moi, Mmh. la montagne, c'est oser. Voilà. C'est vrai que je découvre, honnêtement, je découvre où est-ce que je peux aller, mes limites. Et en même temps, je veux montrer à cette jeunesse que pour qu'on puisse réussir des projets macroéconomiques, des projets à l'État, à l'échelle d'un pays, comme la communauté économique du Maghreb, comme cette belle union que je souhaite de tout mon cœur, à l'instar de ce qu'a fait l'Europe. Mais écoutez, je pense qu'il faut d'abord changer nous-mêmes. Et pour changer nous-mêmes, il faut être dans le self-leadership. Il faut être résilient, ne pas abandonner, ne pas manquer de curiosité, au contraire, aller chercher un peu cette nouveauté à l'extérieur de soi et aussi à l'intérieur de soi. C'est paradoxal. À l'extérieur, c'est de sortir de son environnement classique et à l'intérieur, c'est vraiment creuser nos valeurs, nos principes. Et c'est ce que je fais avec la montagne. Et si c'est pour un bienfait collectif, écoutez, c'est tout bénef. Parce que si j'allais à la montagne pour me faire sur Instagram et faire mon beau gosse, ça ne sert à Mmh. rien. Au contraire, ça serait un cliché de plus. Par contre, si je vais avec un message fort, écoutez, tant mieux, ça parlera aux jeunes en disant, ah, finalement, l'Algérie, le Maroc, c'est pas si, il y a pas que du négatif. Regardez, il y a des actions positives qui veulent le rapprochement. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? Il y a quelque chose derrière, c'est sûr. Mais oui, viens, Mmh. et à voir que les bienfaits seraient énormes pour nos deux pays. On gagnerait 2 points de croissance chaque année par pays, on créerait des centaines de milliers d'emplois, on pourrait négocier plus facilement les importations de matières premières comme le blé. On a vu les céréales qui ont été une vraie problématique. Ouais. On fusionnerait nos industries, notamment dans les industries d'énergie, entre le phosphate au Maroc, le gaz en Algérie, etc., etc. Le tourisme avec la Tunisie. On aiderait nos pays mauritaniens et libyens à aller encore plus haut. Donc, ça serait tout bénéf pour tout le monde. Mais il y a des Mmh. idéologies, il y a des préjugés. Et je ne peux pas les combattre tous, nous ne pouvons pas le faire, mais on peut montrer notre voie et c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Non, je pense que vous reflétez une voix qui est assez répandue, en fait, qui est une voix silencieuse de beaucoup de personnes aimeraient qu'il y ait beaucoup plus d'unité entre tous les pays du Maghreb, notamment Algérie, Maroc, Tunisie. Et je trouve que c'est honorable ce que tu fais, même si, comme tu l'as dit, au niveau macro, on voit pas encore les effets. En faisant rien, en tout cas, c'est sûr qu'on n'aura pas de résultat. Donc, Ça, c'est euh, vrai. C'est- ça, c'est une certitude. Ça, oh oui, mais Abdelrahman, il y a quelque chose que je voudrais quand même dire, mais en restant, en gardant la tête froide. La voix silencieuse, je dirais plus que ça, la voix étouffée, parce que j'ai eu la chance de me rapprocher de plusieurs personnes et personnalités. Des gens qui disent oui, on veut, on veut, on veut, et vraiment, je parle des personnalités. Mais lorsque Ouais, vous approchez d'eux, ah, en ce moment, c'est chaud. Ah, en ce moment, c'est tendu. Ah, en ce moment, on peut pas. Non, 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 non. Mais attendez, si vous attendez que les relations entre les deux pays soient au beau fixe pour agir, ça ne sert à rien, honnêtement. C'est comme si ouais, aujourd'hui, on prenait le rapprochement entre la France et l'Allemagne. On nous regarderait comme des fous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça marche très bien.
Et Hmm. par contre, s'il fallait le faire en 45, là, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Et c'est un peu ça aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait des courageux de 1945 en Europe. Il faudrait des mecs qui se disent, ou des femmes qui se disent, voilà, on sait qu'on a le vent de face, on sait on a un sacré dénivelé, un peu, et je reprends l'image de la montagne, hein, pour rien inventer, mais on y va, et lorsque on a des acteurs, des petits joueurs comme Issem, comme Amin Bouhassan et d'autres, qui font appel à nous, qui avons une influence autour de nous, parce que nous sommes des personnalités, ben, ça serait bien d'écouter et de voir comment on peut les aider. Or, Ouais. honnêtement, on a plus souvent oui, revenez plus tard, on verra, que ah, bah, écoutez bien, moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, etc. Mais Hmm. c'est une preuve de courage, malheureusement. Je trouve que le, le miracle, en fait, du courage, il n'intervient pas quand on a accompli on a fini la course, on a gravi la montagne ou on a réussi à faire quelque chose. C'est surtout lorsqu'on décide de commencer quelque chose. C'est ça le courage, c'est de débuter Ouais. quelque chose. Et souvent, les gens ont Malgré les peur. commentaires qu'on peut entendre. Ah oui, mais ils veulent pas le faire parce qu'ils se disent, ah, c'est trop risqué. Oui, mais bon, faut le Hmm. faire quand même. Donc voilà. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu beaucoup d'encouragement. Nous avons beaucoup d'encouragement. Et Inch'Allah, en décembre, l'objectif sera de gravir le plus haut sommet des Amériques, c'est quasiment 7 000 mètres, pour justement le leadership, pour les pays respectifs, hein, pour porter le drapeau algérien, ce serait la première fois. Rendre hommage à tout le Maghreb aussi, avec le Maroc, parce que les Marocains ont eu droit à... il y a une plus grande culture alpiniste ici qu'ailleurs, au Maghreb, donc il y a beaucoup de grimpeurs marocains qui l'ont déjà fait. Et Hmm. aussi, euh, et aussi voilà, ne pas oublier ses racines et justement montrer que la France a un rôle à jouer, l'Europe. Donc j'aimerais bien avoir tous ces drapeaux autour de moi pour les hisser au sommet avec, si on y arrive, en tout cas, essayer de le faire, parce que rien n'est écrit, enfin, rien n'est signé, pardon, comme quoi on y arrivera, mais on va essayer, quoi. C'est ça qui est beau. Très bien, je te remercie, Amine. Pour terminer, Amine, je vais te poser trois petites questions. Oui, La première, ça serait, est-ce que tu peux nous partager une de tes routines préférées? bon, à part le sport, lire, j'adore ça, Tu lis quand? tout le temps. Tout le temps, là, c'est un magazine ou des livres, mais magazines spécialisés histoire ou leadership et des bouquins, surtout Ok. des romans historiques. Il y a des magazines spécialisés dans le leadership? On a des magazines, alors Challenge et des choses comme ça pour ne pas les citer. Hmm. Business, il y a Harvard également, Business Review. D'accord, ouais. Mais à part ça, non. Enfin, tous les magazines, de toute façon, on fonctionne. Vous partez près d'un kiosque. Moi, j'ai la chance d'habiter près d'une gare, donc je passe à côté, il y a des kiosques. Et je Ouais. regarde, c'est un titre qui est accrocheur, je le prends. Sinon, des magazines historiques, hein, on a parfois même spécialisés dans la presse, dans la région. Courrier de l'Atlas, Alcantara, des choses comme ça. Hmm. Et des spéciales histoires. Ça peut être des magazines très connus ou moins connus. En tout cas, pas Hmm. être forcément dépendant d'un titre, d'un quotidien, d'un hebdo, mais plutôt voir le sujet en question. Ouais. Est-ce que tu as un ou deux livres à recommander qui t'ont particulièrement marqué? Oui. Alors, un livre, roman historique, tiens, le livre de Saphir, qui est de Gilbert Sinoué, qui raconte Ok. justement à l'époque, à la fin justement de la période musulmane, cette, euh, on a un rabbin musulman, un rabbin, un imam un prêtre, il me semble. Ça ressemble à une blague, hein, c'est pas une blague, qui, euh, qui se mettent à la quête d'un livre exceptionnel, d'un livre magique, d'un livre qui révélerait justement la parole du Créateur. Et là, on retrouve un peu cet esprit du monothéisme. Et toujours dans cet esprit d'inquisition, c'est très, très bien fait, c'est marrant et c'est fort spirituellement. Donc, le livre de Saphir, moi, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Et Mhm. toujours pour rester dans cet esprit-là, parce que je vous ai dit, hein, je suis pas original, mais alors, soit on bifurque vers la philosophie, mais non, on va quand même rester dans cet esprit-là pour pas perdre nos lecteurs. Ça serait Les Révoltés de Cordoue. Donc, c'est un auteur espagnol. J'ai peur d'écorcher son nom. Euh, Mhm. et Les Révoltés de Cordoue, ou La Mano de Fatima en espagnol, c'est un livre qui raconte, après l'Inquisition, vous avez des pays, des musulmans qui sont restés euh, en Andalousie et eu qui ont été obligés de changer de prénom et de oublier leur culte, leur religion. Mhm. Et Ouais. là, et donc forcément, on arrivait jusqu'à perdre le dialecte arabe, perdre comment faire la prière, etc. Et vous avez donc dans les Alpujarras, les, euh,
dans une région près de Grenade, région montagneuse, vous avez un jeune qui va tout faire pour garder justement cette flamme, cette toute petite flamme. Il va la garder. Et c'est très beau, quoi. Il va se révolter. On a un parcours exceptionnel qui montre que lorsqu'on a à la fois le courage et un peu la chance aussi, on arrive à faire des miracles. Et lui, justement, il est resté fidèle à ses principes. C'est un livre qui m'a marqué parce qu'à la fin, j'ai senti beaucoup de... J'avais le poing serré, j'avais les larmes aux yeux. Ça m'a fait du mal de voir comment des personnes ont été chassées juste parce qu'elles ne partageaient pas leur foi, alors que, Ouais. voilà, on aurait pu faire autrement. Ok, passionnant. Bah, écoute, je mettrai ça en description. Et enfin, dernière question, Amine, si les auditeurs, un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton travail ou te contacter, est-ce que c'est possible? Quels sont... Je crois que tu as un site internet pour l'association. Alors, j'ai un site, j'ai une page LinkedIn Ok, que j'utilise très facilement. Donc, c'est Amin Bouhassan, on me retrouve facilement. Voilà, j'ai un compte Instagram que je viens de créer. Voilà, je suis un peu plus fan de LinkedIn que d'Instagram. Instagram, c'est vraiment pour ok. partager, viser un autre public, mais LinkedIn, j'aime bien. Et du coup, le site de l'association, c'est icem.fr. Issem.blog. Blog, ok. Blog. Point .fr, t'es même pas en France. Ok, point blog, ok. Très bien, bah écoute, Amine, je te remercie beaucoup pour ton partage. Je pense que tu as un profil atypique, tu as un parcours atypique, tu fais des choses atypiques qui sont hyper intéressantes et hyper importantes, je trouve. C'est vrai que les Arabes, les Maghrébins, peut-être, je savais pas que les Marocains étaient plus habitués à gravir les montagnes. Quoique, j'avais vu récemment, je sais pas, il y a une sœur, une Marocaine qui a gravi, je sais plus quelle, qui a l'habitude de gravir des hauts monts en Oh oui, marocain. Abdelrahman, absolument. On a alors il y a deux femmes que je connais, mais je pense qu'il y en a plusieurs. On a Bouchra et Bouchra Baïbanou qui a déjà réalisé les 7 plus hauts sommets de chaque continent. Et Ouais, Nawel Sfendla qui, elle, est justement dans cette initiative. Au Maroc, on a pas mal de grimpeurs parce qu'on a l'Atlas à proximité et on peut d'accord. s'entraîner, c'est sympa. En Algérie, en Tunisie, un peu moins. Mais écoutez, c'est peut-être le début de quelque chose. Et si nos frontières s'ouvrent, on pourra davantage ouvrir l'Atlas à tout le monde. Inch'Allah. Amine, je te remercie beaucoup. Je te souhaite du courage. Demande à Dieu qu'il te facilite dans tes projets et Amin. qu'il te mette la baraka. Barakallahu fik, Abdelrahman. À très bientôt et merci De à pas. tous nos auditeurs. Merci. À bientôt. Salam alaikum. Salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.